Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que cette chronique facile est dédiée à une personne chère à mon cœur qui m'a quitté il y a bientôt 2 mois. Je veux bien entendu parler du disque dur interne de mon PC qui est parti au beau milieu du mois de juin lorsque j'étais en plein montage de la chronique facile numéro 47. Il a eu un gros coup de chaleur et avec lui, c'est des milliers de données que je ne retrouverai plus, du travail que je n'avais pas encore mis en backup, dont la quasi-totalité du montage de la chronique facile numéro 47. Alors, par respect pour sa mémoire, et surtout parce que j'ai grave trop le seum pour recommencer immédiatement le montage de la chronique facile numéro 47, nous passons donc directement à la chronique facile numéro 48. Merci de votre compréhension. L'année 2012 est une année du calendrier grégorien qui a commencé un dimanche. 12e année du 3e millénaire et correspondant à la 2555e année du calendrier bouddhiste, 2012 fut marquée par de nombreux événements comme la fin du monde, la réélection de Barack Obama, le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, le naufrage du Costa Concordia, la fin du monde, le lancement de l'émission The Voice, l'Oscar de Jean Dujardin, l'élection de Vladimir Poutine et de François Hollande, la fin du monde, les Jeux Olympiques de Londres, l'ouverture du musée du Louvre-Lens et la fin du monde. Et même avec un programme aussi chargé, il y a 10 ans, il y avait des mèmes internet. Vous connaissez le topo, depuis 3 ans maintenant, tous les étés, je reviens sur les mèmes d'il y a 10 ans. Et ce, à l'occasion de l'anniversaire de mon site, la chronique facile du mercredi, qui est né à la mi-juillet 2009. Oui, je suis à la bourre, mais comme je l'ai déjà dit plus tôt, mon PC a fondu. Un truc aussi que j'aime faire dans ces vidéos, c'est vous raconter ce que je faisais, moi, personnellement, il y a 10 ans. Habituellement, je trouve un truc pour en parler en cours de vidéo, mais cette fois-ci, on va en parler directement, comme ça, ce sera fait. 2012 fut une année assez agitée pour moi, puisque j'avais profité d'être au chômage pour suivre mes copains de kino afin de faire des courts-métrages à travers l'Europe. En moins de 6 mois, j'avais été à Bordeaux, Paris, Liège, Mayence, Berlin, dans la forêt de Brocéliande, et j'avais vécu aussi une semaine agitée à Caen, où on avait tellement foutu le sbeul que l'on fut interdit de retourner dans cette ville. J'habite Caen et je confirme que c'est toujours le cas. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter Simon Gosselin, qui sera en quelque sorte mon invité fil rouge pour cette vidéo. Simon est photographe à Caen, mais il faisait aussi pas mal de vidéos YouTube il y a 10 ans. D'ailleurs, on s'est croisés à l'époque sur le site de Prestart Button. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, en 2012, c'était les 5 ans de Prestart Button. Une année qui marqua le début de la fin, pas mal de gens le quittant pour fonder le Nesblog. N'étant pas comme les autres, j'avais décidé de rejoindre un autre collectif, suite à un mail d'un certain youtubeur nommé Hermite Moderne. En effet, c'est au cours du mois de septembre que ma première vidéo sur Voxmakers est sortie. Je n'y parlais pas encore de même internet, mais j'avais un petit format comique nommé Ça nous arrive tous. J'étais d'ailleurs en train de faire de l'autostop pour Berlin lorsque celui-ci avait été diffusé sur internet pour la première fois. Et d'ailleurs, j'ai un très bon conseil pour les gens qui souhaiteraient faire de l'autostop en Allemagne. Ne le faites pas. Les Allemands détestent les autostoppeurs, ils ne s'arrêtent donc jamais. À partir du mois de septembre, je fus en formation pour devenir développeur web à côté des vidéos, ce qui explique pourquoi celle-ci mettait 3 mois à sortir. Bon, fini de parler de moi, il est temps de passer au top. Comme tous les ans, ce top mélangera indifféremment les mêmes qui étaient populaires en 2012 et ceux qui sont nés en 2012. Et comme l'an dernier, on en a fait 11, et bien cette fois-ci, on en fera carrément 12. Allez, c'est parti. Numéro 12, Kony 2012. Et oui, j'ai décidé de revenir sur un événement que tout le monde a oublié, a raison. C'est le 5 mars 2012 que sort sur YouTube un documentaire nommé Kony 2012. Produit par une ONG nommée Invisible Children, la vidéo dénonce les exactions de Joseph Kony, un chef de rébellion ougandaise qui formerait des enfants soldats à sa cause. Le but est de mettre en lumière ses crimes afin de provoquer son arrestation. La campagne est énorme, d'autant plus que c'est la première fois qu'un documentaire sur YouTube possède un vrai budget marketing derrière. Le documentaire cartonne, faisant plus de 100 millions de vues
en 6 jours et un sondage montrera qu'un Américain sur 2 a entendu parler de la campagne de pub. Au mois de mars, le nom de Joseph Kony est partout. Tout le monde sait à quel point c'est un personnage odieux et ça n'est plus qu'une question de temps avant qu'on l'arrête. Et 10 ans après, Joseph Kony est toujours planqué en Ouganda. Malgré son succès en nombre de vues, la vidéo a peiné à convaincre, la principale critique étant l'extrême simplification des événements. En effet, l'Ouganda est dirigé par le dictateur Yoweri Museveni, proche des Américains, ce que le documentaire ne mentionne jamais. Dans la vidéo Kony 2012, il n'est pas question à un seul moment des exactions ou des crimes du régime ougandais, et ça on imagine que c'est parce que justement le régime ougandais avait donné un chèque en blanc au fondateur d'Invisible Children pour qu'il puisse intervenir en Ouganda, aller filmer là où il était très difficile de filmer à l'époque. Les membres de Invisible Children apparurent d'un seul coup comme des opportunistes à la recherche d'une cause facile pour faire parler d'eux. Pire que ça, 10 jours après la sortie de la vidéo, Jason Russell, le réalisateur du documentaire, péta un plomb. Il fut retrouvé en état d'ivresse dans les rues, en train de vandaliser les voitures et de se masturber en public. Ce qui n'est pas très malin quand on est le président d'une association qui a pour nom The Invisible Children. Si l'affaire fut relativement passée inaperçue en Europe, aux USA, elle fit grand bruit, et les internautes en profitèrent pour faire de l'humour noir sur la situation, en plus des jeux de mots ou de remplacer Joseph Kony par des photos de l'acteur Carl Weathers dans le film Predator. Et puis évidemment, ils vont se moquer de Jason Russell. Mais elle fut surtout utilisée pour dénoncer le slacktivisme, l'activisme de canapé où des gens ont l'impression d'avoir participé à faire avancer une cause, mais n'arrangent rien et se renseignent à peine sur ce qu'ils financent. Et le fait de retomber sur cette histoire, en faisant des recherches pour cette vidéo, de s'apercevoir que celle-ci n'avait eu aucune retombée, a souligné d'autant plus la vacuité de ce type de campagne et de documentaire. Et ça n'est hélas pas un cas isolé. Et ouais, si vous voulez faire un documentaire pour une grande cause, il vaut mieux réfléchir à la prochaine réunion de production. Numéro 11, Boardroom Succession. Tiens, en parlant de trucs qui sont foirés, est-ce que vous vous souvenez de la Wii U? En 2012 sortait la Wii U, la console censée succéder à la Wii, et qui finalement a fait plutôt un four suite à pas mal de mauvaises décisions. Il faut dire que dès le lancement du projet, les internautes étaient sceptiques, notamment à cause de la communication lunaire de Nintendo lors de l'E3, notamment ce passage étrange où le regretté Satoru Iwata regarde un régime de bananes. Durant cette année-là, il est courant pour les blogs d'actu de se moquer de la machine. On trouve ainsi cette petite bande dessinée du site AGBit mettant en scène une rédaction chez Nintendo où tout le monde propose de la merde et un employé qui fait une réflexion sensée passe par la fenêtre. Et je pense que vous la connaissez bien, cette petite bande dessinée là. On la retrouve encore couramment sur le net. Elle repose, comme je l'avais évoqué l'an dernier, sur le fonctionnement de l'épée de vérité. C'est une blague récurrente dans les mêmes internet, celle de la pilule difficile à avaler, de celle du gars qui fait une réflexion en réunion qui ne va pas dans le sens des autres, ou du parchemin de vérité, c'est-à-dire une réflexion qui, en une seule phrase, va déstabiliser celui ou celle à qui elle est adressée. Elle aura été détournée de nombreuses manières afin de souligner le mécontentement des internautes face à tel ou tel manque de décision des entreprises, et aura aussi connu une vague totalement absurde où le gag de chute est modifié. Il faut dire que la BD est très utile pour souligner les décisions claquées au sol que l'on imagine avoir été prises par un comité de créatifs incompétents. Dans la même veine, un même nommé Alright Gentleman aura rencontré un certain succès. Elle s'appuie sur un comic strip de Him Daisy parodiant Metal Gear Solid et notamment la décision des exécutifs de Konami de trouver un ennemi plus puissant que Boss et de l'appeler Big Boss. Les détournements qu'il aura engendrés sont une autre facette du Boardroom Suggestion. Il s'agit d'une mauvaise décision qui ravit les exécutifs, au lieu d'une bonne qui énerve le patron. Bonne décision, c'est vite dit. Une chose qui m'a amusé lorsque j'ai relu le comic strip originel, c'est que le mec qui passe par la fenêtre suggérait à la Wii U d'avoir un lecteur de DVD. Et si à l'époque c'était une remarque qui pouvait paraître légitime, vu le déclin du DVD au profit du Blu-ray et de la vidéo en streaming, bah maintenant ça fait doucement rire. C'est d'autant plus drôle que la femme au milieu demandait l'ajout de Netflix à la Wii U, une idée qui pouvait paraître idiote à l'époque où personne ne connaissait vraiment cette boîte de location de vidéo, mais qui aurait été une idée géniale vu l'explosion de Netflix 3 ans plus tard.
Et d'ailleurs, je salue toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo via l'application YouTube de leur Switch, de leur PlayStation ou de n'importe laquelle de leur console de jeu. Vous n'êtes pas majoritaire, mais je sais que vous êtes là. Numéro 10. What People Think I Do. En voilà un qui n'est pas si mal dans la catégorie, c'est même qui ne semble jamais avoir vieilli. C'est le 7 février 2012 qu'apparaît sur Facebook une image comique en 6 cases autour du fait d'être étudiant. Comment mes amis me voient, comment ma famille me voit, comment je me vois, comment la société me voit, comment les religieux me voient et comment je suis pour de vrai. Oui, ça date bien d'il y a 10 ans, j'en veux pour preuve que si l'identité de la première personne à avoir posté ça a été floutée, elle avait un avatar Connie 2012. Et ça trompe pas. La blague va tellement plaire que chaque profession va décliner la formule, avec toujours cette impression que la façon dont on est perçu, y compris par nous-mêmes, ne correspond pas à ce que l'on fait dans la vie réelle. Il va être repris par toutes les couches de la société, tous les hobbies, ainsi qu'à des personnages célèbres. Le même fonctionne sur une forme d'humour auto-dépréciatif, basé sur l'idée que les gens exagèrent notre mérite ou notre nullité, et que nous-mêmes avons une vision déformée de nos activités. Et surtout, le même n'a pas vraiment disparu. Dès que quelqu'un a l'impression que ce qu'il fait est en décalage avec la façon dont les gens le perçoivent, l'image est ressortie du placard pour servir à une fournée de photoshopage. Numéro 9. La mort de Marion Cotillard. Chaque année, je reviens sur un mème bien de chez nous, et quoi de plus franchouillard que d'exporter notre sens du mauvais acting. Blague à part, en 2012, c'est la sortie de Dark Knight Rises, un film de Christopher Nolan qui clôture sa trilogie Batman, mettant un point d'orgue à finir un univers et une thématique commencée 7 ans plus tôt. Cette époque où l'un des films de super-héros qui cartonnait le plus dans l'année, c'était un film Batman. Ce qui est le cas de cette année aussi. Faisant apparaître pour la première fois comme grand ennemi le personnage de Bane. Une super production avec une pelletée de grands acteurs hollywoodiens, des scènes d'action, des retournements, et de tout ça, ce que les gens vont en retenir, c'est une scène de 5 secondes. Ce moment où la française Marion Cotillard joue un personnage que je ne peux vous dévoiler sans spoiler, meurt et qui est pas fou. À vrai dire, ça fait tellement tâche dans le film qu'on se demande pourquoi c'est cette prise qui a été gardée. Et même Marion Cotillard se pose la question. Toujours est-il que ce fut le festival des blagues sur internet, entre les réflexions sur la brutalité de la transition, les comparaisons à d'autres morts foireuses, ou les gens qui se sont mis à recréer cette scène pour rigoler, même si ça lui aura porté préjudice sur le coup. Ton dernier bon film c'était Taxi, madame, la seule chose moins crédible que ton rap c'est ta mort dans Batman. C'est nul. Ça n'a pas tant que ça entaché la carrière de l'actrice, qui s'est retrouvée dans pas mal de films internationaux depuis. Et à vrai dire, 10 ans après, le film de super-héros que les gens ont retenu de cette année-là, c'est surtout... Numéro 8, The Avengers. Et oui, 2012 était une année très super-héros. D'ailleurs, les super-héros, est-ce que c'est un truc qui te parle, toi, Simon ? Un peu. J'ai fait une parodie de Batman à une époque d'ailleurs. Et sinon, j'ai aussi une identité secrète, en la personne de Ouais, Guillaume. c'est cool. Après Avenger, et il faut le dire, la porte ouverte à un énorme bordel. Il faut dire que le succès au cinéma d'Avengers est l'aboutissement d'un pari qui à l'époque n'allait pas de soi. Faire une série de films autour de différents personnages pour les réunir tous en un seul crossover, c'était risqué et cette réussite a eu des répercussions énormes. D'une part, sur le Marvel Cinematic Universe, qui a continué à produire encore plus de films et de suites de films, voire depuis peu de temps des séries. Celui-ci compte à ce jour 30 films et 7 séries officielles, sans parler des films et des séries qui se sont recollés postérieurement à ce bazar. Mais Hollywood a voulu reproduire ce succès, notamment la compagnie Disney elle-même, qui tente d'avoir une sorte de Star Wars Universe qui se tient tant bien que mal. Et toutes les autres compagnies ont tenté de faire leur Cinematic Universe, entre le Monster Universe, le Dark Universe ou le fameux DC Universe. Il y a même des compagnies qui tentent de se greffer au MCU, comme le Marvel Netflix Universe ou le Sony Marvel Universe. Sachez que sans le succès de The Avengers il y a 10 ans, on n'aurait jamais eu un film comme Morbius. C'est fou quand on y pense. Ça en est arrivé au point qu'on peut utiliser le terme Cinematic Universe pour une blague sur une œuvre qui possède trop de spin-offs ou d'adaptations différentes. Mais déjà, à l'époque de sa sortie,
The Avengers avait généré de nombreux mèmes internet. À commencer par la fameuse pose des Avengers lorsqu'ils sont tous ensemble, et qui a été parodiée et fera l'objet de nombreux fanarts et recréations en tout genre. Le moment où Tony Stark lève les yeux en faisant une mine désespérée est devenu un gif très utilisé sur internet, et le film aura donné lieu au dialogue culte I have an army, we have a Hulk, et à ses milliers de parodies. Mais s'il ne fallait en retenir qu'un seul, c'est ce moment où Nick Fury se plaint que Loki ait transformé ses hommes en singes volants. En effet, celle-ci renvoie au sbire de la sorcière du Magicien d'Oz, un film que Thor ne peut avoir vu, mais que Captain America, issu des années 40, connaît. La scène s'est changée dans l'inconscient collectif en I understood that reference et reste une image de réaction très utilisée encore à l'heure actuelle. Il faut dire que l'humour d'internet est très référentiel et que l'on peut souvent être largué. Du coup, il arrive parfois qu'on aime partager la joie d'avoir compris telle ou telle vanne. Puisqu'on en est sur les succès de l'année, passons à la catégorie chansons. Numéro 7, Call Me Maybe. J'ai dit que c'était une chanson qui avait cartonné en 2012. J'ai pas dit que c'était la meilleure chanson de 2012. Call Me Maybe est une chanson de Carly Rae Jepsen, une chanteuse canadienne célèbre pour des chansons comme Call Me Maybe, Call Me Maybe et Call Me Maybe. Ah, elle a aussi chanté Call Me Maybe. Après s'être fait connaître en 2007 pour avoir participé à l'émission Canadian Idol, celle-ci est repérée par son compatriote Justin Bieber qui fera beaucoup de publicité pour le single qu'elle sort en 2012, Call Me Maybe. Il faut dire qu'il avait eu l'idée d'en faire un lip dub le 18 février 2012 et celui-ci cumulera plus de 39 millions de vues en quelques semaines. Bah oui, parce qu'en 2012, les gens faisaient beaucoup de lip dub. Si bouger les lèvres sur le rythme d'une chanson afin de faire semblant de la chanter est devenue une pratique quasi quotidienne, au point qu'une application qui servait à l'origine pour le lip dub est devenue l'une des plus grosses plateformes de vidéos au monde, en 2012, tout le monde se prend de passion pour le principe. YouTube, qui n'a que 10 ans, devient le lieu idéal pour cela et les gens font des vidéos de plus en plus impressionnantes, en groupe, avec des changements d'image ou des plans séquences, ce qui a donné envie à pas mal de gens de s'y mettre. La chanson Call Me Maybe profita de cet effet de mode. Après avoir été lip-dubée par Justin Bieber, elle le sera par Katy Perry le 16 avril. Le 6 mai, alors qu'ils sont en route pour un match, une équipe de baseball se filme en voiture en train de faire une chorégraphie sur la chanson. La vidéo fera effet boule de neige et des tonnes d'équipes de sport de par le monde se prennent au jeu de refaire la même chose. Et ce, sur cette chanson qui n'a rien à voir avec le sport, vu qu'elle part... Ah oui, avant de passer à la suite, je dois prévenir les âmes sensibles que ce clip date de 2012. C'est une époque barbare où l'on se permettait de mettre n'importe quoi sur internet. Les images suivantes vont donc comporter des plans mettant une chanteuse portant une frange. Je suis désolé pour la gêne occasionnée, mais je ne peux pas faire autrement que de vous le montrer. Le single raconte l'histoire extraordinaire d'une jeune fille qui vient de rencontrer un mec. Ce qui est fou, elle lui donne donc son numéro en lui disant « Appelle-moi peut-être ». Oui, les paroles sont idiotes, mais ça fait en sorte qu'on les retient mieux. Il y a donc eu toute une vague de mèmes visant à reprendre les paroles de la chanson et de les transformer pour en faire des pastiches rigolos. D'autres s'amusent à les imprimer sur des cartes de visite, jouant avec le côté « Appelle-moi tes paroles ». Celles-ci sont assez simples pour en faire des montages de films à partir des dialogues des personnages qui, redécoupés, redonnent les paroles de la chanson. Certains vont même s'amuser en juin 2012 à la faire chanter à Barack Obama lui-même. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. On raconte que la réaction de celui qui à l'époque était président des USA fut numéro 6, Upvoting Obama. Car souvenez-vous, il y a 10 ans, Barack Obama était président des USA. C'est le 17 mars 2012, l'année où il fait campagne pour sa réélection, qu'il est pris par un photographe de l'agence Reuters au pub Le Dubliner à Washington DC. Le président fêtait alors la Saint-Patrick avec un de ses cousins irlandais. L'image fut immédiatement reprise par internet, car en plus de mettre un visage connu dans une situation insolite, elle est l'immédiate expression du « GG, tu as accompli un truc assez chouette, je suis impressionné, bravo poto, et santé à toi ». L'image rappelle aussi la reaction face de 2011, nommée Not Bad, et qui récompensait une personne ayant effectué un truc particulièrement réussi. D'ailleurs, comme tous les ans, voici mon petit point Reg Comics,
Où en sont-ils en 2012 ? Eh ben, ils se cassent la gueule, les gens les utilisant de moins en moins dans leur mème. On ne fait plus des masses de nouveaux visages, et les rares qui arrivent sont plutôt là pour montrer à quel point les Rage Comics sont devenus ringards, comme le Quackz into a Snafu, une parodie encore plus dégueulasse des images de Rage Comics. Il faut dire qu'avec le temps, ceux-ci ont été remplacés par ce qu'on appelle les images macro. Au lieu de raconter une situation en 4 cases, les internautes préfèrent directement prendre une image qui exprime leurs sentiments et écrire en haut et en bas ce qu'ils en pensent. Il faut dire qu'en 2012, beaucoup de gens savent utiliser un logiciel de retouche et que d'autres ont programmé des sites afin de produire ce genre d'images de façon simplifiée. Et 2012 verra l'apparition de plusieurs de ces images. En plus de celles qui montrent le Obama admiratif, on trouve aussi des mèmes comme Good Guy Greg, sorte d'opposé de Scumbag Steve, avec un type qui est en position de faire des crasses mais fait des trucs altruistes. Ou le Almost Politically Correct Redneck, un bouseux du sud des États-Unis qui pourrait presque avoir une réflexion progressiste mais la foire sur la fin. On trouve aussi le Meme Dad, le père gênant qui fait des références à des mèmes désuets, le Pun Dog, le chien qui fait des jeux de mots, ou le I should buy a bot cat, le chat qui a une révélation soudaine. Mais l'image macro la plus célèbre, née en 2012, c'était numéro 5, Overly Attached Girlfriend. Et on va reparler de Justin Bieber. En mars 2012, notre bon Justin est âgé de 18 ans et il sort Boyfriend, une chanson où il dit à une fille que s'il devenait son petit copain, il serait super attentif, il serait choupinou, ne la laisserait jamais partir et ce serait trop swag. Encore un terme qui a mal vieilli. Il faut savoir qu'à l'occasion de la sortie du single, Justin Bieber avait lancé un grand concours de reprise de sa chanson. Des filles devaient chanter Boyfriend en le transformant en Girlfriend et montrer qui était la plus talentueuse des fans de Justin. Alors, on ne se souvient pas de qui a gagné le concours. Par contre, Internet se souvient de cette concurrente qui a pris le terme « Je ne te laisserai jamais partir » au pied de la lettre et a posté sur sa chaîne une chanson sous le titre JB Fan Vidéo qui raconte comment elle risque de séquestrer Justin Bieber. I can see it in your eyes that you wanna try and go, but that ain't the right choice, yeah you already know. I'm gonna make you stay with me and be mad if you don't. Girlfriend, I will be your girlfriend, I will be your girlfriend, I will be your girlfriend. La vidéo va cartonner plus que prévu parce que la fille a des paroles qui sont drôles, mais surtout à cause de sa mimique de yandere sous acide, les gens se demandant si elle était littéralement capable de cligner des yeux. Moi-même, je l'ai découverte un petit peu par hasard sur YouTube. Les vidéos les plus populaires étaient à l'époque en haut et à gauche lorsqu'on regardait les vidéos du site. Il n'y avait à l'époque pas de miniature, du coup lorsque tu vois quelqu'un qui fait cette mimique-là, tu réfléchis pas, tu cliques, même si tu as un petit peu peur qu'elle avale ton âme par la même occasion. Ça a marché au point que dès le lendemain, il y avait des mèmes sur elle, qui étendaient le concept du personnage, la première étant « J'ai cousu mon nom sur ton t-shirt au cas où tu oublierais que tu es pris ». Et les internautes lui trouvent très vite le surnom de « Overly Attached Girlfriend », ce qui signifie « la petite amie qui est trop attachée ». Et il multiplie les gags de psychopathes autour d'elle. « Tu as mis 10 minutes pour rentrer à la maison. Selon Google Maps, ça ne prend que 8 minutes. Qui est-elle » Ou « Tu as rompu avec moi dans un rêve que j'ai fait, je ne dormirai plus ». Avec le temps, les internautes vont inventer des dérivés. Par exemple, ils vont tomber sur ce garçon qui était capable de refaire la même tête et qui lui ressemble vraiment beaucoup. Il deviendra Overly Attached Boyfriend. Après une salve de gags, certains vont les photoshopper ensemble, donnant un couple incroyablement badant et capable de séquestrer leurs invités. Et comme le bashing de Twilight était à la mode, certains ont pris la figure blasée de Kristen Stewart pour inventer la Underly Attached Girlfriend, celle qui, au contraire, n'en a rien à foutre de son copain. Mais surtout, la jeune fille à l'origine du mème va se révéler au grand jour. Surfant sur la popularité de son premier coup d'éclat, elle refera une autre vidéo avec le même air flippant qui parodie cette fois-ci la chanson Call Me Maybe. Eh ben dis donc, ça tombe bien alors, on en parlait il y a à peine 10 minutes. À croire que j'en ai fait exprès.
Mais surtout, très vite, elle va sortir de l'anonymat et expliquer en vidéo qui elle est. Overly Attached Girlfriend s'appelle Leyna Morris. C'est une jeune étudiante de 21 ans, et évidemment, elle est bien plus gentille et bien moins flippante que son personnage. Ce qui du coup va inspirer les internautes pour faire Misunderstood Girlfriend. Un mème qui commence par une action d'une petite amie qui peut être vue comme un truc de psychopathe, mais qui finit par être un truc super gentil. Par exemple ici, elle appelle toutes les filles de ton répertoire téléphonique pour les inviter à une fête d'anniversaire surprise qu'elle prépare pour toi. Leyna va beaucoup kiffer sa célébrité et essayer de capitaliser dessus. Elle va passer carrément dans des shows télévisés américains et refaire beaucoup de vidéos avec le personnage qu'elle avait créé. Toutefois, utiliser le même ressort comique va lasser les gens. Après, vous me direz, faire carrière sur le même personnage et sur un seul ressort comique, ça existe déjà, ça s'appelle être comédien français. Ouais, celle-là, elle est complètement gratuite. Hélas, ça ne marchera pas pour Leyna, qui finira par plutôt faire des vlogs centrés autour de sa vie normale, au rythme d'un par semaine. Et puis, 5 ans plus tard, en 2017, elle arrête tout suite à une vidéo où elle explique souffrir de dépression depuis plusieurs années. Alors, elle est revenue sur le devant de la scène l'an dernier, afin de vendre son mème en NFT. C'est ce que je vous racontais dans la Chronique Facile 47, que vous n'avez pas pu voir à cause du problème informatique que je vous ai raconté dans l'intro. Voilà, donc ça sera pour la prochaine vidéo. Et elle a fait une nouvelle vidéo il y a un mois pour fêter les 10 ans du même internet. Voilà, on passe à la suite avec un personnage un poil moins collant. Numéro 4. Grumpy Cat. À chaque année, son animal et celui de 2012, visiblement, il faisait la tronche. Le 4 avril 2012 naissait Tardar Sauce, un petit chaton femelle à Morriston en Arizona. Celle-ci aurait pu vivre sa vie féline bien pépère si elle n'était affublée d'une déformation due au nanisme félin et à la malocclusion dentaire dont elle est affectée. Ce qui lui donne un air grognon à vie et cette impression qu'elle déteste les humains. Ce qui est le cas de l'intégralité des chats de la planète. Il faut néanmoins attendre le mois de septembre avant que des clichés du minou postés par le frère de sa maîtresse ne rencontrent un engouement auprès des internautes, toujours en recherche de visages expressifs à mettre sur les images macro. Tardar Sauce gagne très vite le surnom de Grumpy Cat. Le chat grincheux est affublé de phrases comme « Je me suis amusé une fois, c'était affreux. Je déteste le lundi, et les autres jours de la semaine aussi. » Ou « J'aime les oignons, car ils font pleurer les gens. » Et je ne vois toujours pas la différence avec ce qu'un véritable chat dirait s'il était affublé de paroles. La féline va devenir méga ultra populaire sur internet mais aussi ailleurs. Celle-ci fera de la pub, gagnera de nombreux prix humoristiques, sa maîtresse sera invitée à la télévision ainsi que dans des conventions où elle rencontrera Leyna Morris. Ah, comme le monde est petit. On verra la petite chatte grognonne un peu partout dans le monde, sur des tonnes de produits dérivés, et elle aura même le droit à une statue de cire au musée de Madame Tussauds de San Francisco. Tardar Sauce est morte le 14 mai 2019 suite à une infection urinaire. Et du coup, le musée de Madame Tussauds est peut-être le seul endroit au monde où vous pouvez vous faire photographier avec un Grumpy Cat plus vrai que nature. Enfin, si personne ne venait à le faire fondre ou à le retoucher. Rigolez pas, ce genre de choses arrive plus souvent qu'on ne le pense. Numéro 3. Echemono Potato Jesus. Et oui, se faire défigurer le portrait, ça peut arriver à tout le monde, y compris Jésus-Christ. À la base se trouvait le Eche Homo, Voici l'homme, une peinture murale de Elias Garcia Martinez, peinte à la fin du 19e siècle sur les murs de l'église du village de Borja en Espagne. Avec le temps, l'image, soumise à l'humidité, s'est détériorée et une octogénaire du village, Cecilia Jiménez, avait décidé de le restaurer. Et au début, cela fonctionne, celle-ci ne décidant que de toucher à la robe de Jésus-Christ. Puis après, elle décide de s'attaquer à son visage. Et là... bah c'est la catastrophe. Le visage de Jésus ne ressemble plus à rien. En août 2012, l'histoire trouve un écho dans la presse et bientôt les rédactions du monde entier écrivent des articles comiques sur la restauration la plus catastrophique du siècle. Très vite, rebaptisée par les Espagnols du surnom de Echemono, Voici le singe, la peinture grotesque fait l'objet de nombreux mèmes internet et trouve un nouveau surnom sous le nom de Potato Jesus. Si une restauration du visage
du môme de Dieu est estimé possible par des experts, de nombreux internautes vont faire une pétition pour qu'il reste en l'état. Et à ce moment-là, la pâture moche va attirer pas mal de touristes au village de Borgia. Puisqu'après tout, des représentations du Christ en Espagne, on en trouve à chaque patelin. Par contre, un authentique, même internet, peint sur le mur, bah là c'est plus rare. Rapidement, le petit village de Borgia, qui ne voyait pas passer grand monde, se retrouve à devoir accueillir 40 000 visiteurs par an. L'église décide de faire payer l'entrée à la pâture contre une somme symbolique de 1 € par personne, ce qui va permettre d'employer d'autres préposés à l'église et de financer une maison de retraite. Le 16 mars 2016, un centre d'interprétation dédié à l'œuvre fut même ouvert à Borgia, faisant la richesse du village et de Cecilia Jiménez, qui suite à une action en justice touche 50% des bénéfices rapportés par sa bêtise. C'est rigolo parce que 2012, c'est un petit peu l'année des folles de la messe. Je sais qu'une grande partie des internautes ne s'en souviennent pas, mais 2012, c'est aussi l'année où Fabienne Guerrero, une illuminée chrétienne avec un site en HTML dégueulasse, avait fait une vidéo Dailymotion sur le danger des Pokémon. Jouer au Pokémon, c'est jouer avec le feu. Un feu étrange qui peut mener à d'étranges actes de violence et de destruction. Bon, visiblement, celle-ci ne savait pas trop ce qu'elle racontait. Il s'agissait d'une traduction dégueulasse d'un texte d'intégriste protestant rédigé 12 ans plus tôt. Ash et Misty sont des Pokémon. C'est non. Et du coup, ce fut un matériel idéal pour pas mal de YouTube poop. Moi, mon intention était bien sûr de toutes les jeter à la poubelle de manière à ce que mon neveu ne puisse plus être affecté par les pouvoirs de ces cartes, tu vois. Et toi Simon, ça t'inspire quoi le fait que, durant l'année 2012, on avait vu pas mal de types un peu illuminés qui se prenaient pour des prophètes? Bah ça tombe bien que t'en parles parce que j'avais créé ce personnage Guillaume qui était à fond dans les prédictions. Ça tombe bien que tu parles de prédictions, puisque le numéro 2, à la fin du monde. Et c'était un poil décevant d'ailleurs. Des gens qui théorisent la fin du monde ou l'apocalypse comme étant imminente, avec une date plus ou moins fixée, il y en a eu un paquet. Mais le 21 décembre 2012 fut une date retenue par beaucoup de gens. C'est censé être celle à laquelle le calendrier Maya, long de 5125 années, s'arrête. Et il a cristallisé toute l'attention. Si certaines sectes, et notamment des gens dans les spiritualités New Age, y croyaient dur comme fer, la date a surtout inspiré les scénaristes de SF. C'est la date de l'arrivée des extraterrestres selon la série X-Files, d'une éruption solaire dans Assassin's Creed 3, elle est évoquée dans la chanson On va tous crever de Didier Super, mais surtout, Roland Emmerich en a fait un film catastrophe qui était sorti 3 ans plus tôt. Bref, tout le monde faisait sa popote avec cette date. Et toi Simon, alors la fin du monde en 2012, est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Ouais d'ailleurs, comme j'ai essayé d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est que j'avais fait un prank à l'époque qui a... Oh oui, les pranks. Et bah d'ailleurs, ça tombe bien parce que pas mal d'internautes en ont fait autour de cette fameuse fin du monde. J'avais par exemple parlé l'année dernière de la Rapture, une théorie selon laquelle Dieu enlèverait les chrétiens et qui avait donné lieu à une blague visant à laisser ses vêtements par terre pour faire croire qu'on avait été aspiré par Dieu. Ici, la blague tournait plutôt sur l'absurdité d'une disparition de la vie prévue du jour pour le lendemain. Le site terriblefate.com, faisant référence à Majora's Mask, proposait une sorte de décompte avant la fin du monde, et on trouvera aussi des mèmes de Grumpy Cat appelant de ses vœux la destruction de toute forme de vie sur Terre. On peut aussi noter la campagne virale de Tipex, dans laquelle un ours et un chasseur fêtent leur anniversaire quand soudain une comète leur fonce dessus. L'internaute était alors invité à changer l'année qui venait d'être tipexée, amenant à de nouvelles vidéos. Pour le coup, ça ne parlera qu'aux plus nostalgiques d'entre vous, vu que le site internet en question n'existe plus. Et afin de lui rendre hommage, je porte le t-shirt de cette campagne de pub. Voilà. Dire que j'en voulais pas à la base. Anecdote. Plus glauque, dans certains états des USA, les écoles furent mises en congé prématurément le 21 décembre
de peur que la prédiction n'inspire des tueries de masse. Et je ne peux pas ne pas vous parler de Bugarach. Bugarach est une commune française située dans le département de l'Aude. Comptant près de 200 habitants, le village a soudainement doublé son nombre de personnes vivantes le 21 décembre 2021, lorsque 300 journalistes venus du monde entier se sont bousculés à l'intérieur. En effet, une rumeur disait que le Peak de Bugarach, un sommet très connu des hippies, serait épargné le jour de l'apocalypse. Les journalistes n'y croyaient pas, mais pensaient trouver des membres de sectes et d'autres illuminés de passage afin d'y faire des images rigolotes. Sauf qu'en fait, il n'y avait que quelques habitants et un type bizarre dont on a fait bien trop de pub. Évidemment, lorsque l'apocalypse n'a pas eu lieu, on a blagué sur le fait que rien ne s'était déroulé. L'an dernier, avec la pandémie et le réchauffement climatique, certains ont théorisé que l'on avait peut-être inversé les deux derniers chiffres. Mais là encore, ça ne s'est pas fait. Il faut croire que la fin du monde n'était pas pour l'année dernière. Mais qui sait, hein, peut-être l'année prochaine, voire même à la fin de l'année. Voilà, en attendant, passons au numéro 1. Numéro 1, le Gangnam Style. On aura beaucoup parlé de Call Me Maybe dans cette vidéo, mais pour être honnête, s'il ne fallait retenir qu'une seule chanson de 2012, bah ça serait le Gangnam Style. Et pourtant, à la base, c'était pas gagné. Né le 31 décembre 1977 dans le quartier de Gangnam à Séoul, Park Jae-sang est le fils d'un patron d'une fabrique de semi-conducteurs et d'une propriétaire de restaurant. Il passe son enfance dans le fameux quartier de Gangnam, équivalent d'un Beverly Hills coréen qui profitait à l'époque du boom économique de la Corée du Sud. Intéressé depuis l'adolescence par la musique, Park délaisse ses études aux USA pour revenir faire du rap en Corée sous le nom de Psy. Considéré comme un chanteur vulgaire, il est rangé dans la catégorie des amuseurs publics, les producteurs le trouvant trop laid pour réussir dans l'industrie musicale coréenne dominée par les boys bands. Et puis, par un jour de juillet 2012, il leur mit bien la misère. C'est en effet le 15 juillet 2012 que Psy sort Gangnam Style, une chanson parodique se moquant de son quartier natal et y vantant ses filles qui savent quand être précieuses et quand être sauvages. Adepte des pas de danse originaux, celui-ci s'amuse à mimer le cavalier sur son cheval. On le voit danser et chanter dans des endroits aussi différents qu'un haras, une plage, un sauna fréquenté par des mafieux, une salle de sport, un métro, un ascenseur, un bus et des toilettes. On y voit aussi des caméos des comiques Yoo Jae-sok et No Hong-chul, de deux membres du groupe de K-pop Big Bang, et de Yoona, qui était une star de la chanson en Corée. La chanson Gangnam Style existant aussi dans une version où ils chantent tous les deux en duo. Si la chanson se place immédiatement en première position dans les charts coréens, Psy n'avait pas prévu qu'elle cartonne un peu partout dans le monde. En effet, le décalage comique des images avec son chanteur coloré qui se balade un petit peu n'importe où, le côté entraînant de la musique et la chorégraphie marrante mais facile à réimiter ont rendu le clip attrayant pour des tonnes de gens qui n'étaient pas la cible à la base. En un mois et demi, le 28 août 2012, la vidéo détrône le clip de la chanson Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Alors que revoilà la sous-préfète. Pendant ce temps, le clip devient viral et commence à être parodié de toutes parts, à commencer par le Wizard Gandalf style avec un Gandalf qui fait chier tout le monde. Mais on trouve aussi le NASA Johnson style, le Minecraft style et même l'église catholique a mis son nez là-dedans. Et dans les gens qui chercheront à surfer sur le succès du Gangnam Style, on peut trouver le politicien Mitt Romney ou le présentateur français Cyril Hanouna. Ouais, on va éviter de parler des choses qui fâchent. Les images du clip servent de gif de réaction et celui-ci est déformé de toutes les façons possibles. D'ailleurs, ma première rencontre avec le Gangnam Style fut une version où l'on avait coupé la musique et recréé des bruitages par-dessus. La célèbre danse du cheval sera reprise un peu partout au cours de la décennie, dans Fortnite, dans la publicité, dans les clips pour enfants, ou même dans les flash mobs. Oui, ça fait bizarre d'entendre le mot flash mob, c'est le genre de truc qui n'est jamais revenu après le Covid. Le 24 novembre 2012, la chanson dépasse le clip Baby de Justin Bieber, devenant la vidéo la plus vue de tout YouTube. À l'époque, on se dit qu'elle pourrait être la première vidéo à dépasser le milliard de vues, ce qui pourrait arriver
commencé aux environs du 21 décembre 2012, soit le fameux jour des Mayas. Les illuminés de tous bords s'en mêlent et le 25 novembre, Guillaume Leroy, un lecteur de Nostradamus, fera une vidéo expliquant que si le Gangnam Style dépassait le milliard de vues, cela n'engendrerait rien de moins que la fin du monde. Oui, je suis au courant. Quoi? C'est moi. Guillaume Leroy. C'est moi. C'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure en fait, mais t'écoutes pas. Ouais. T'as pas vu qu'il y avait une petite ressemblance Il s'agissait à l'époque d'un troll vidéo, mais celui-ci fut pris bien plus au sérieux que prévu. Du matin calme, la fin viendra, une fois le nombre de cercles alignés à 9 sera, du cheval qui dansera. Plusieurs chaînes de télévision à travers le monde parlèrent de l'illuminé qui pense que le Gangnam Style est lié à la fin du monde. D'autres ont repris la blague telle quelle sur Reddit et la vidéo dépassa les 500 000 vues en quelques semaines. Et après on peut quand même noter que j'avais raison sur le fait que le milliard de vues serait atteint le 21 décembre à 16h. J'avais même annoncé l'heure dans la vidéo et c'est tombé pile à 16h30, un truc comme ça. Par mesure de sécurité, vaudrait mieux que Psy retire sa vidéo de YouTube. Pour le bien du monde. Malgré l'explication de la supercherie, le 22 décembre 2012, on trouve encore des internautes pour faire tourner le fake et s'imaginer que c'est du sérieux. Et le pire, c'est que ça se propage vraiment comme une sorte de blague. Les gens ont pensé qu'il y avait réellement quelqu'un qui avait pensé que Nostradamus avait prévu le Gangnam Style. Et j'en veux pour preuve que lorsque j'ai balancé un tweet pour les 10 ans du Gangnam Style, dans les premières réponses, quelqu'un m'a dit « J'ai survécu à la fin du monde provoquée par le Gangnam Style ». Donc voilà, bravo Simon, ton personnage est devenu une légende urbaine. Néanmoins, cette histoire de compteur de vues confirmait quelque chose qui était en germe, la professionnalisation des contenus YouTube. J'en avais un peu parlé dans mon top de l'année 2010, où ce qui cartonnait sur YouTube, c'était des vidéos faites à la maison ou par des amateurs comme les Gregory Brothers, et le constat c'est que moins de 2 ans plus tard, la plateforme était déjà devenue le robinet à clips qu'il est devenu. On trouvait à l'époque des clips de Justin Bieber, de Katy Perry et le clip de Carly J. Ransen en top des vidéos les plus vues. Malgré son côté comique, on ne peut pas vraiment dire que le Gangnam Style est une vidéo amateur. C'est même au contraire ultra bien produit. Depuis, le record de Psy a été battu, même si Gangnam Style reste du haut de ses 4,5 milliards de vues, la 10e vidéo la plus vue de YouTube. À l'heure actuelle, les 3 vidéos les plus vues sont Johnny Johnny, Yes Papa, Despacito et Baby Shark. Comme quoi, c'est toujours les Coréens qui dominent le game. Et d'ailleurs, c'est pas si étonnant que ça, vu que le Gangnam Style arrive à une époque où la Corée du Sud se met à devenir un des leaders du divertissement international. On est dans ce moment de bascule où la K-pop passe de musique nichée, connue par de rares internautes, à culture mainstream. Et ça n'est pas l'engouement actuel des clubs de danse K-pop qui me dira le contraire. La Corée du Sud, en 2022, est de plus en plus présente, que ce soit dans le cinéma, les dessins animés ou la bande dessinée au sens général. D'ailleurs, j'ai un souvenir particulier avec le Gangnam Style. On était début décembre 2012 et je venais d'apprendre la mort de ma mamie. Assez qu'à faire d'eux, j'entrepris de sortir dehors et de faire une balade à travers la cité Villejean où je résidais. Il faisait moche et le quartier n'était pas propice au rire. C'est alors qu'au détour d'une rue, j'ai vu 2 adolescentes qui étaient en train de danser le Gangnam Style devant la fenêtre de leur pote. Étonné par ce moment incongru, je me suis mis à rire et constatant ma présence, les jeunes filles sont rentrées chez elles. Fin de l'histoire. Alors, il y a très peu de chances que ces 2 jeunes femmes m'écoutent. Mais si c'est le cas, je tiens à les remercier pour m'avoir fait rire un moment où j'avais particulièrement le cafard. Et c'est sur cette anecdote que ma vidéo s'achève. Un grand merci à l'ami Simon Gosselin d'avoir participé à cette vidéo. Son compte YouTube n'est pas trop actif, par contre je vous encourage à regarder son travail en tant que photographe. C'est plus que qualitatif. Un grand merci aussi à Emma Layon qui s'est proposée pour faire 2 musiques que vous avez entendues en arrière-plan de mon travail. Je vous ai mis un lien vers sa chaîne YouTube. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera celle qui était censée être la chronique facile numéro 47. Non, parce que celle-ci a été écrite, elle a été tournée, voire même une partie a été montée, l'introduction existe toujours. Donc je vais ravaler mon seum et me retaper 2 semaines, voire 3 semaines de montage pour enfin vous la sortir. Non, parce qu'avoir un trou de 4 mois entre 2 vidéos, ça n'a pas fait de bien du tout à la chaîne. J'ai perdu une centaine d'abonnés, je n'ai pas reçu d'argent de YouTube pendant 3 mois, évidemment, pas de vidéo, pas d'argent. Et surtout, les sponsors sont aux abonnés absents. Pour être attractif, il faut qu'une chaîne produise souvent du contenu vidéo. Ça n'a pas été le cas, et non, je n'ai pas été sponsorisé par Tipex.
Et j'ai d'autant plus besoin d'argent qu'il a fallu que je remplace une partie du matos informatique qui a claqué à cause de la chaleur. Du coup, si vous aimez mon contenu et si vous voulez me soutenir, vous trouverez les liens vers mon Tipeee et mon Utip dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des contreparties. J'ai aussi un blog nommé La Chronique Facile du Mercredi où vous pouvez acheter des goodies dont mes guides sur les mêmes internet. D'ici peu va sortir le tome 2 de ma petite saga de science-fiction nommée Le Paradoxe de Stella. Mais là, pareil, ça a pris du retard à cause de la chaleur, l'ordi, tout ça. Et si vous ne pouvez pas donner de l'argent, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne quand même. Sur ce, hydratez-vous, protégez-vous, votre famille et vos appareils électriques de la chaleur. À la prochaine.